Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée cette semaine est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de l'Essonne, ancien ministre de l'écologie. Bonjour madame. Pour vous interroger cette semaine, Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour la radio RCF. À l'UMP, vous faites partie de ce qu'on appelle maintenant les casques bleus ou les non-alignés. Lundi, vous avez lancé une pétition pour qu'on revote pour la présidence de l'UMP et vous avez appelé François Fillon à retirer son groupe à l'Assemblée nationale. Depuis 2 jours, 3 jours même maintenant, François Fillon et Jean-François Copé se voient et se revoient dans la plus grande discrétion. Est-ce que vous avez des informations sur ces entretiens secrets ? On a des échos, oui, sur ces entretiens. Mais évidemment, ça a été forme d'événement au début, que le dialogue reprenne. Et c'était une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui serait un événement, c'est qu'il y ait un accord. Parce qu'il y a urgence. Je vous dis ça parce que je ne veux pas gâcher le plaisir du simple fait de l'existence de ces rencontres, mais il faut qu'elles débouchent. Il n'y a pas de fumée blanche pour l'instant. Pour le moment, on ne la voit pas. Et il y a vraiment urgence. J'insiste là-dessus parce que moi, j'ai peur qu'on s'installe dans le statu quo. Voilà, je ne voudrais pas qu'on s'installe dans le statu quo. La situation actuelle, c'est pas juste un petit problème, c'est un gros problème. Elle n'est vraiment pas satisfaisante. Le statu quo, c'est à toi le parti et à moi le groupe RUMP à l'Assemblée nationale. Oui, et le statu quo, ça veut dire un défaut de légitimité sur la présidence de l'UMP parce que cette élection est contestée. Et c'est parce qu'elle est contestée que s'est créé un groupe différent à l'Assemblée nationale et la persistance d'un groupe différent à l'Assemblée nationale. Vous savez, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, avoir 2 groupes à l'Assemblée nationale, pour moi, pour nous, pour tous ceux qu'on a rassemblés avec Bruno Le Maire, c'est absurde. On a été élus sous la même étiquette. On a été élus avec les mêmes convictions, pour défendre les mêmes valeurs et pour la même mission, qui est d'incarner l'opposition, de faire des propositions, de présenter une autre espérance, en fait, aux Français. Et c'est presque physiquement absurde de vivre cette séparation des groupes, qui n'est pas complètement consommée aujourd'hui, mais qui, le temps passant, va l'être. À un moment, il faudra diviser les députés dans l'hémicycle, il faudra répartir les bureaux, il faudra répartir les responsabilités dans les commissions. Donc c'est absurde. Et puis, derrière, il y a un problème d'efficacité. C'est pour s'opposer de la meilleure manière, pour pouvoir faire notre mission d'opposition, on a besoin d'être solide, on a besoin d'être unis, on a besoin d'être fort. Et là, il y a un problème de légitimité qui pèse sur la direction du parti. Je ne me prononce pas sur la question de la légitimité juridique. Il y a eu des débats sans fin. Elle est contestée par les uns, par les autres. La commission a proclamé un résultat. L'autre parti dit que ce résultat n'est pas valide, propose de le contester en justice. Mais je vais vous dire, si vous lisez le mot légitimité dans le dictionnaire, on dit que c'est la reconnaissance collective d'un fait de droit. Voilà. Il peut y avoir des débats sur le fait de droit, il y en a, mais de toute façon, il ne suffit pas. La légitimité, c'est la reconnaissance collective d'un fait de droit. Et le fait que l'élection soit aussi contestée pose un problème pour pouvoir faire notre travail d'opposant. Laurent de Boissieu, le quotidien La Croix. La question de l'égalité et de légitimité là, que vous mettez en avant, vous dites que vous ne voulez pas rentrer dans ce débat-là, mais pourtant c'est ce débat-là qui bloque entre François Fillon et Jean-François Copé. Vous voulez revoter, mais en attendant, quid de la direction de l'UMP ? Si c'est une direction collégiale, en attendant, Copé ne peut pas accepter parce que ça délégitime sa victoire. Et si c'est une direction Copé restant président de l'UMP, Fillon ne peut pas l'accepter parce que ça voudrait dire ça légitime l'élection de François Copé. Donc comment vous voyez les choses ? Quelle direction de l'UMP en attendant ce nouveau vote que vous appelez de vos voeux ? D'abord, l'urgence, c'est de se mettre d'accord sur le principe d'un nouveau vote. C'est pour ça que j'ai lancé lundi, il y a 10 jours, une pétition en ligne qui a déjà recueilli plus de 40 000 signatures quand même, sans moyens particuliers. Hein. C'est juste une pétition en ligne avec une adresse, jeveuxrevoter.fr. Voilà, elle est toujours en ligne pour ceux qui nous écoutent. 40 337 voilà, signatures. Plus de 40 000 signatures, ce qui représente un succès
énorme quand au regard des moyens qui sont mis sur cette pétition. On comprend bien. Donc ce succès, il dit quelque chose sur l'état d'exaspération et les attentes qui sont celles de nos militants, avec un seul slogan, hein, revotons pour l'unité des partis. Et vraiment, l'urgence, c'est de se mettre d'accord sur le principe d'un nouveau vote. Les détails, c'est la date. Ouais, les détails viendront après. Moi, j'ai quelques idées que je peux échanger comme ça, mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est se mettre d'abord d'accord sur les principes du vote, et puis après, on entrera dans les détails. Pour moi, sur la date, le plus tôt est le mieux. Il faut absolument éviter d'aller jusqu'à cette consommation de fait de la séparation dont je parlais, qui en fait arrivera au moment de la fin de la session ordinaire. Pour des raisons d'organisation de l'Assemblée, après le mois de juin, ce sera vraiment très compliqué. Donc pour moi, il faut revoter le plus vite possible. Et de toute façon, ce printemps, il faut avoir une élection qui est organisée d'une manière insoupçonnable pour que le résultat soit incontestable. Insoupçonnable, ça veut dire qu'on se met d'accord avant sur les conditions de l'élection. Ça a été un des problèmes de cette élection, c'est que tout au long de l'élection, il y a eu contestation. Il y a eu dès le début un désaccord sur les conditions de l'élection. On se met d'accord avant, une fois que tout le monde est d'accord, on va à l'élection, et c'est comme ça que le résultat sera incontestable. Est-ce que ça nécessite de changer la direction de l'UMP ? Je vous dirais que pour moi, ce n'est pas le sujet principal. On peut très bien avoir des commissions indépendantes, on peut très bien avoir une organisation et un contrôle indépendant, quelle que soit la direction. Le sujet, c'est d'avoir une organisation et un contrôle indépendant. Ce n'est pas la question de la direction. Laurent Boissieu, puis ensuite Benjamin Rosier. Sauf que c'est peut-être la question qui bloque justement entre Jean-François Copé et François Fillon et qui empêche, à l'heure où nous parlons en tous les cas, qu'un accord se émerge entre les deux hommes. Je crois que ce n'est pas la question qui bloque. Je crois que la question qui bloque, c'est la question de la date. Et c'est assez paradoxal, parce que ça veut dire que tout le monde semble d'accord sur l'idée qu'un nouveau vote est nécessaire. Jean-François Copé a fait un pas dans cette direction en disant qu'il était d'accord pour un nouveau vote 2014, après les élections municipales. Et bien donc ça veut bien dire qu'un nouveau vote est nécessaire, ça veut bien dire qu'on reconnaît que cette élection a été ratée. Et encore une fois, sans entrer dans le jeu des responsabilités, moi je ne veux pas y entrer, je ne trouve pas que ce serait porter une quelconque valeur ajoutée que d'entrer aujourd'hui dans ce match de renvoi de responsabilité. Mais voilà, ça veut dire que chacun reconnaît que cette élection a été ratée. On peut reconnaître collectivement, c'est une évidence aux yeux des Français. Nos militants le disent, nos militants le crient. J'avais écrit à tous les par mail, aux militants dont j'ai l'adresse la semaine dernière, en leur disant « Demandez à vos fédérations des assemblées générales pour pouvoir dire ce que vous en pensez. Le parti n'appartient pas à ses dirigeants, il appartient à ses militants. Révoltez-vous, exprimez-vous. » Et je suis allée dans un certain nombre de ces assemblées générales. Hier soir encore, j'étais à Lille, à la Fédération de Lille. Écoutez, moi, la voix que j'entends, c'est revotons pour préserver l'unité. Ça n'est pas un choix pro-Copé ou un choix pro-Fillon, c'est demander à chacun de faire un pas. C'est demander à François Fillon de renoncer à son groupe et demander à Jean-François Copé d'accepter un vote rapide. Voilà, chacun fait un pas comme on doit pouvoir le faire dans une famille politique. J'insiste sur le mot famille qui devrait pouvoir retrouver ici un peu de son sens. Il y a des familles qui divorcent. Eh bien justement, je ne préférerais pas. Question de Benjamin Rosier pour RCF. Alors, pouvez-vous nous dire aujourd'hui, plus précisément, l'écho que rencontre votre proposition dans les deux états-majors des deux camps, Fillon et Copé, notamment congrès, constituante, référendum, revote, c'est quelque chose de très précis, avec tout un processus. Quel écho? L'idée d'un nouveau vote, elle a progressé, c'est évident. Et elle a progressé, je crois, un peu sous le coup de l'évidence, parce que voilà, on voit bien que la situation actuelle est quand même très, très difficile, pas seulement pour nous, mais pour notre mission d'opposants, pour pouvoir être efficace, donc elle a progressé. Après, il reste le diable est dans les détails. Et il y a évidemment beaucoup de crispation, beaucoup de renvois de responsabilités. Il y a des entourages qui ne jouent pas forcément dans le sens de la pacification. Je voudrais dire que ce n'est pas le cas de tous. C'est-à-dire que dans les deux camps, dans les deux équipes, il y a des personnalités formidables qui
se mobilisent pour qu'on trouve une solution. Je le dis parce que c'est vrai qu'on a créé un collectif de députés avec Bruno Le Maire. Nous, on était non alignés, on n'avait pas choisi d'être dans un camp ou dans l'autre, mais à l'intérieur des deux camps, il y a des personnalités formidables qui se mobilisent pour trouver une solution. Quand Luc Châtel, dans le journal du dimanche dernier, dit que lui, il est favorable à un nouveau vote, il fait vraiment une belle ouverture. Qu'il fait partie du ticket de Jean-François Copé, il fait vraiment une belle ouverture. Donc moi, je ne suis pas pessimiste, de toute façon, il faut être optimiste par tempérament. Mais je crois que le salut, il viendra du cri d'exaspération de nos militants. Ils sont déçus, nos militants. Il y a un décalage complet entre ce qu'a été leur formidable mobilisation. Plus de 50% des militants qui sont allés voter, alors qu'on annonçait une très faible mobilisation. Moi-même, je le dis, je le reconnais, j'ai été surprise par la mobilisation. C'était pas facile, vous savez, un bureau de vote par circonscription, ça veut dire faire des kilomètres pour certains, avec des files d'attente. Il y a une formidable mobilisation, il y a une déception terrible entre cet esprit de responsabilité qu'ont montré nos adhérents et le spectacle navrant qui est offert par les dirigeants depuis le soir du vote. Et puis il ne faut pas que cette déception se transforme en écœurement, en lassitude et finalement en désaffection. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Le salut vient du cri, le salut vient de Jésus-Christ bien sûr, mais le salut vient du cri des militants. Est-ce que vous pouvez nous dire, Nathalie Kosciusko-Morizet, ce qu'il faudrait pour que le ratage ne se reproduise pas, techniquement parlant? Est-ce qu'il y a une façon de voter ou de référencer les gens pour que... Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas en soi si on fait voter. Et rassurez-nous, on ne recommence pas tous les parrainages, vous n'êtes plus candidat. Il y a deux solutions et ce n'est pas à moi de les trancher. Soit on considère que c'est le vote qui a été raté, ce qui existe aussi, entre guillemets, dans la vraie vie, dans une élection ordinaire, quand le Conseil constitutionnel annule une élection, quand c'est très serré et que le nombre de voix qui différencie deux candidats est inférieur au nombre de voix contestées, en général, l'élection est annulée par la justice. On verra ça cette semaine avec Hénin Beaumont. Le Conseil constitutionnel du parti, qui est la Commission nationale des recours, a rendu son jugement. Nos statuts n'avaient pas du tout prévu cet état de fait. Mais en tout cas, en général, dans la vraie vie, quand le nombre de voix qui séparent deux candidats est inférieur au nombre de voix contestées, on annule. Et on peut choisir d'annuler seulement le deuxième tour, dans une élection à deux tours, parce qu'on considère que ce n'est que le vote du deuxième tour qui est entaché d'irrégularité. Donc le Conseil constitutionnel peut prononcer une annulation qui conduit à refaire que le deuxième tour. Dans ce cas-là, si c'est ça l'état d'esprit collectif, je dis très bien, mais il faut le faire très vite pour que ça garde du sens. Et puis, il y a l'autre regard qui est de dire c'est l'ensemble de l'élection qui est raté. Depuis le début, ça ne va pas. Et à ce moment-là, il faut refaire le processus et probablement le faire après une refonte des statuts qui permet d'éviter de retomber dans les mêmes affres. C'est plutôt la voix que j'entends de nos militants, le message que j'entends de nos militants. L'une et l'autre solution sont possibles. Ce qui est important dans les deux cas, c'est que les conditions d'organisation soient irréprochables. Mais il y a des méthodes. Regardez, un vote numérique, d'abord, franchement, c'est plus simple. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais écoutez, ce que ça coûte en discrédit, tout ça, ce que ça coûte en discrédit, peut-être qu'avec un vote numérique bien organisé, on se le serait évité. Un vote numérique, ça peut se faire avec un prestataire extérieur. Vous avez des élections consulaires qui sont comme ça, avec un prestataire extérieur. Comment ça fonctionne? Vous mettez en place une commission naturellement indépendante, paritaire, qui valide les listes électorales du parti. Les listes électorales sont confiées à un prestataire extérieur qui, sous contrôle d'huissier, de manière totalement indépendante, envoie par la poste à chacun des adhérents un code. Chacun des adhérents vote. Et on peut ouvrir la fédération pour les adhérents qui n'ont pas Internet, qui veulent se déplacer pour voter. Vous voyez bien que c'est beaucoup moins sujet à contestation d'emblée, surtout si c'est porté par un prestataire extérieur. Que ne l'a-t-on fait plus tôt? Eh bien, ça a été évoqué et ça n'a pas été fait pour des raisons financières. Moi, je trouve que depuis le début de cette élection, on a opposé beaucoup de petites raisons financières qui sont devenues des grosses catastrophes politiques. Parce que vous savez, pendant la quête des parrainages, quand j'ai dit ce serait quand même bien qu'on puisse envoyer à tous les militants un bulletin vierge avec la liste des personnes qui recherchaient des parrainages en leur suggérant de se mobiliser pour la démocratie interne et donc de parrainer quelqu'un, on a choisi de ne pas le faire. On a envoyé un mail à ceux qui avaient Internet, 60% de nos adhérents, et un courrier aux autres, sauf que les mails, ils sont ouverts avec un taux d'ouverture de 10 ou 15%, donc on n'a pas du tout touché tout le monde. Benjamin Rosier, pour des raisons financières, justement, pour des petites raisons financières qui ont amené des grandes catastrophes politiques. Alors, question de Benjamin Rosier pour RCF. Les statuts sont une chose, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité, d'évolution de mentalité? On entend beaucoup dire à droite, c'est quand même toujours cette difficulté de sortir de la tradition du chef naturel qui s'impose. Ah ben, nos militants,
ont infligé un démenti à cette vision. Ils se sont mobilisés en masse. Ils auraient pu rejeter le processus de démocratie interne, de dire c'est pas notre truc, nous on préfère que les chefs s'arrangent entre eux et qu'il y en ait un qui émerge. Ils sont venus en grand nombre. Vous savez, le nombre de militants qui ont voté, c'est 10 000 de plus qu'il y a d'adhérents au Parti socialiste. On a 180 000 militants qui ont voté. Au Parti socialiste, il y a 170 000 adhérents. C'est un peu ridicule de le dire maintenant comme ça, évidemment, mais cette élection, elle aurait dû être une formidable réussite démocratique. Elle aurait pu être. Justement, on a l'impression qu'on est resté au milieu du gué, c'est-à-dire qu'il y avait des mentalités peut-être qui n'avaient pas évolué. Vous parlez des chefs, et par contre, des militants qui sont prêts, qui vont voter, qui se mobilisent en masse. Il y a ce vote démocratique. Est-ce que finalement, c'est pas un grand gâchis tout ça? Une remarque de Benjamin Rosier. Ah mais je partage la remarque de Benjamin Rosier. C'est un grand gâchis. C'est un grand gâchis et c'est une immense déception. Il y aurait eu une plus faible participation. Je pense nos adhérents ne le vivraient pas avec la même déception. Là, c'est le décalage entre leur esprit de responsabilité et ce qui s'est passé depuis le dépouillement du soir du vote qui crée le plus de déception. C'est-à-dire que ce décalage, il va plus loin. Quand on est militant, c'est un engagement qui est, je veux dire, on le sait bien ici, sur des médias qui s'adressent aux chrétiens. Être engagé dans le monde contemporain, donner de son temps pour du bénévolat, pour faire des choses gratuites, pour faire des choses qui ne rapportent pas un bénéfice immédiat, sensible, qui ne sont pas forcément comprises par les autres. Donc s'exposer à la moquerie, c'est particulièrement dur de nos jours. Un militant, c'est quelqu'un qui donne de son temps, qui donne de son énergie, qui s'expose à la polémique dans son entourage professionnel, autour de chez lui parce que les gens ne sont pas d'accord. C'est quelqu'un qui donne de son argent aussi. Parce que vous savez, une campagne, le militant qui va coller les affiches, distribuer les tracts, on ne lui rembourse pas son essence. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de générosité. C'est la générosité dans tout le sens plein du mot qui caractérise le militant. Et ils vivent un décalage terrible avec le sentiment qu'ils ont à Paris, qu'on est dans une querelle dans laquelle personne ne peut s'effacer, personne ne veut faire un pas, chacun campe sur ses positions. Oui, ils le vivent presque comme une injustice pour certains. Question de Laurent de Boissieu pour la Croix. Vous aviez été candidate, mais vous n'avez pas obtenu les parrainages pour être effectivement candidate jusqu'au premier tour. Est-ce qu'en cas de nouveau processus électoral au sein de l'UMP qui recommencerait dès le début, vous seriez de nouveau candidate? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, l'urgence, c'est qu'on choisisse de se retourner à nouveau vers les militants. Et franchement, je ne peux pas vous dire si je m'engagerai dans ce processus-là à nouveau. J'ai aimé cette pré-campagne que j'ai faite cet été. C'est vrai que c'était compliqué d'aller chercher les parrainages, mais je l'ai fait avec une équipe formidable. On a fait ça en caravane, en fait, au mois d'août. C'était au mois d'août, la campagne pour les parrainages. Donc, on est allé là où étaient les militants, c'est-à-dire là où étaient les Français, c'est-à-dire sur les lieux de vacances. Ça a été un bon moment, ça a été un moment de plein de moments de partage assez intense. J'en garde un très bon souvenir en fait, même si je n'ai pas réussi à avoir tous les parrainages qui étaient nécessaires. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui si je retournerai. Juste encore une question sur l'UMP. Chantal Joanneau, qui était à votre place il y a tout juste une semaine, qui était à l'UMP, qui a quitté l'UMP pour l'UDI de Jean-Louis Borloo, disait « C'est la fin de l'UMP, de cette idée d'un grand rassemblement du centre et de la droite. » Écoutez, c'est le jeu de tous ceux qui ne sont pas ou qui ne sont plus à l'UMP et que de vouloir voir dans ces événements la fin de l'UMP. Et c'est vrai que ces événements ne donnent pas une très belle image de l'UMP. Écoutez, c'est évident. En tout cas, ce n'est pas béni, si j'ose dire, pour Jean-Louis Borloo. Pour autant, je ne crois pas que ça se passe comme ça. D'abord, cette idée qu'il y aurait une fuite des militants, ce n'est pas vrai. Il y a une très grande déception, il y a de l'écœurement, il y a de la colère. Mais si vous allez en ce moment dans les assemblées générales qui existent un peu partout en France, les militants, ils sont là. Ils expriment leur déception, ils expriment leur colère, mais ils ne sont pas partis. Et moi, d'ailleurs, je les appelle à exprimer leur colère et leur révolte dans le parti. Encore une fois, le parti n'appartient pas à ses dirigeants. Le Front National comme l'UDI, le Front National à la droite de l'UMP comme l'UDI et à la gauche de l'UMP, prétendent qu'ils ont un afflux d'adhérents et des militants UMP déçus qui les rejoignent. Oui, c'est ce qu'ils prétendent. Moi, je ne les vois pas partir, les militants. Ce n'est pas ça que je vois en ce moment. Je vois de la colère,
je vois de la révolte, et je les appelle à s'exprimer à l'intérieur du mouvement. Et c'est plutôt ça qu'on vit dans les assemblées générales. Les assemblées générales, elles ne sont pas vides, elles sont pleines à craquer. Les militants sont là et ils expriment de la colère. Mais pour revenir sur l'UMP, je crois que le projet qui a présidé à la fondation de l'UMP au début des années 2000, il est toujours vivant et il est même plus vivant que jamais. C'est une fédération des sensibilités de la droite républicaine. Souvenez-vous, à l'époque, la raison majeure pour laquelle on a fait l'UMP, c'est qu'on a constaté que le point de clivage principal qui existait entre le RPR et l'UDF, qui était l'Europe, en fait, c'était l'Europe, ce point de clivage-là, il s'était estompé. Il y a une convergence qui s'était faite. Il restait des sensibilités, des histoires, une sociologie différente entre les deux partis à l'époque, mais ce point de clivage s'était estompé. Et le temps passant, c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, il existe des sensibilités différentes à l'intérieur de la droite, mais elles s'apparentent de moins en moins à ce qu'ont été les familles de la droite. C'est une recomposition complète qui est en train de se vivre. Et je crois que le projet de l'UMP, projet d'union dans la diversité, dans ce contexte, il est plus nécessaire que jamais. Une ultime question, Nathalie Kosciusko-Morizet. À quoi va servir la formation La France droite que vous avez créée ? Il s'agit d'un mouvement politique qui a vocation à rassembler à l'intérieur et à l'extérieur de l'UMP. C'est un courant ou c'est un parti ? Non, c'est pas un courant. Donc vous n'êtes pas un courant. Non, il y a 5 autres motions qui sont devenues des courants. Mais c'est pas un courant. Vous êtes resté en dehors de ce vote. C'est un choix. Ça n'est pas un courant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est pas seulement à l'intérieur de l'UMP. À la France droite, vous avez des adhérents UMP et vous avez aussi des personnes qui n'ont jamais été encartées dans aucun parti politique et qui n'ont pas très envie d'aller dans une structure très partisane qui donne des investitures pour les élections, qui est engagé dans ce combat-là, qui ont envie de participer à la reconquête, de participer au travail sur les idées, sur les propositions, mais dans un espace dans lequel il y a un peu plus de liberté. Et je voulais ça, c'est-à-dire je voulais quelque chose qui ne soit pas seulement à l'intérieur de l'UMP. Je voulais aussi un mouvement qui soit ancré fortement dans les territoires et dans les régions. Les courants à l'intérieur de l'UMP, ça va être très parisien, parce qu'en fait c'est une histoire de moyens. Ça va permettre de donner des secrétariats, de faire des colloques. C'est une histoire de moyens, les courants. C'est l'expression à Paris, au siège, d'une diversité qui existe par ailleurs. Mais si vous voulez, ça ne va pas être des déclinaisons avec des ancrages dans les régions. Moi, je veux l'ancrage dans les régions. Et puis, dernière chose, je n'ai pas voulu faire la droite quelque chose. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il existe des sensibilités à l'intérieur de la droite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui traverse ces sensibilités. Notamment les questions de modernité, qui, je trouve, sont trop peu traitées à l'intérieur de mon mouvement politique. Et donc, je l'ai appelé plutôt la France quelque chose, la France droite. Il y a un jeu de mots, évidemment, parce que ça donne écho à une certaine exigence qui est celle de ma démarche politique, et ça se veut transversal à l'intérieur des sensibilités. Dernière question de Laurent de Boissieu. Vous disiez qu'il y a des nouveaux clivages qui sont apparus au sein de l'UMP, qui sont plus d'anciens clivages partisans d'autrefois. Est-ce que Jean-François Copé et François Fillon, c'est une question d'homme, d'ambition personnelle, qui est légitimement politique, ou est-ce que c'est une question de clivage, d'opposition sur le fond ? Pour moi, c'est plus une question d'homme. Je l'ai dit d'ailleurs pendant la campagne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas exprimé de préférence, c'est que je me retrouvais entièrement ni dans l'un ni dans l'autre, et je trouvais que c'était beaucoup une histoire d'homme. Quand vous regardez après chacun son style, si vous voulez, donc les gens se retrouvent plus ou moins dans tel ou tel style, mais quand vous regardez les différents programmes, les différentes expressions sur le fond, hein, sur les propositions, sur le concret qu'ils ont donné, elles dessinent pas deux sensibilités clairement divergentes à l'intérieur de ma famille politique. Question d'homme, question de femme. Est-ce que vous pensez, vous aussi, à l'élection présidentielle? Et au fond, est-ce que ce nouveau parti n'est pas l'embryon c'est une question d'homme, ça, justement. Ah bon, pourquoi? Non, justement. Parce que c'est... je trouve que c'est pas un sujet d'aujourd'hui. Et pire que ça... On a le droit d'avoir une ambition. Bien sûr, on a le droit d'avoir d'ambition. Je suis la première à le dire. Je trouve que les gens qui prétendent en politique ne pas avoir d'ambition, en général, sont grands hypocrites. Moi, je n'ai jamais caché que j'avais des ambitions. Mais je ne trouve pas que sauter comme ça d'élection en élection soit un message que nous devions envoyer aux Français, soit d'ailleurs notre mission aujourd'hui. Pour moi, ma mission, c'est de dépasser le plus vite possible cet événement. Et je pense qu'on le dépassera avec un nouveau vote pour pouvoir retrouver ce qui fait le cœur normalement de notre activité, c'est-à-dire
l'opposition, la construction d'une espérance alternative pour les Français qui sont en droit de l'attendre de leur opposition. Et je crois qu'il y en a bien besoin. C'est ça l'urgence. Et puis après, il y aura les élections municipales. Et puis après, en 2015, il y aura les élections territoriales. Et puis après, il y aura les primaires. On parle déjà des primaires maintenant. Vous savez, c'est lointain tout ça. Hein. Fin de cette première partie. Nous nous retrouvons dans quelques instants et nous parlerons économie. Plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux Chrétiens. Notre invitée cette semaine est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée maire de Longjumeau dans l'Essonne, ancien ministre de l'Environnement. Pour vous interroger, madame, cette semaine, Laurent de Boissieu pour La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Benjamin Rosier pour RCF. Parlons donc économie. Est-ce que l'accord passé entre le gouvernement et M. Mittal à propos des aciéries de Florange est un marché de dupes? Jean-Marc Ayrault recevait hier soir les syndicats à Matignon et ces syndicats se sont sentis trahis. Je crois que l'accord n'est pas satisfaisant, mais plus encore que l'accord, la méthode, avant même l'accord, n'est pas satisfaisante. Parce qu'on a eu un enchaînement de mensonges et de demi-vérités qui sont d'abord l'origine de ce sentiment que vous dites qui est réel de la part des syndicats d'avoir été trahis. Pendant la campagne présidentielle, François Hollande fait comme si le problème, c'était Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy parti, il n'y aurait plus de problème, ni à Florange, ni nulle part. Après la campagne présidentielle, on nous annonce qu'il va y avoir une loi qui permettra de reprendre, comme par magie, les entreprises qui seraient bénéficiaires et qu'on voudrait quand même, enfin que leurs propriétaires voudraient quand même fermer. Puis finalement, en fait, cette loi ne pourra pas s'appliquer à Florange, où d'ailleurs il est question d'un site et non pas d'une entreprise, même d'une partie d'un site. Bon. Et puis après, on nous dit qu'il y a un repreneur pour 400 millions d'euros qui est prêt à venir. Mais ça, c'était Arnaud Montebourg la semaine dernière aux questions d'actualité. Voilà, ça n'a jamais été clairement établi qui, comment, dans quelles conditions. Il semble bien pourtant qu'il existait ce repreneur. Oui, probablement avec beaucoup de fonds publics. Les 400 millions d'euros, le chèque n'était pas prêt, hein, manifestement. Et d'ailleurs, Jean-Marc Ayrault lui-même dément son propre ministre quelques jours après en disant non, le repreneur, c'était pas sérieux. Après, on nous parle de nationalisation. Finalement, il semble que la question de la nationalisation n'ait jamais été vraiment étudiée à l'intérieur du gouvernement. Bon, et puis, au bout du compte, il y a un démenti avec un accord qu'on essaye de tenir secret, qui sort dans un grand quotidien du soir. Et dans l'accord, il apparaît que quand Mittal dit qu'il va engager 180 millions d'euros sur le site, moi j'avais une première question. Est-ce que c'était en plus des 150 millions d'euros qu'il avait déjà promis il y a un an? Mais de toute façon, ce qui apparaît, c'est que dans les 180 millions d'euros, c'est pour l'essentiel des investissements qu'il est obligé de faire. En fait, il met 50 millions. On parle de questions de santé, on parle de questions de sécurité, il y a de sûreté, il y a juste 50 millions stratégiques. Donc dans les 180 millions, il y a quand même un mensonge. On a oublié de tout dire. On a oublié de dire aussi et on apprend ce matin qu'un des en hauts fourneaux fermerait. Que Mittal retire la candidature de Florange au projet Ulcos, dont on parlera peut-être tout à l'heure. On a oublié de dire qu'un des hauts fourneaux fermerait aussi. Oui. Et oui, Mittal retire la candidature de Ulcos, de Florange au projet Ulcos. C'est-à-dire que la déception des syndicats, oui, on peut la comprendre. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a une forme d'amateurisme. J'ai dénoncé dans une tribune au Figaro il y a quelques mois. Je trouve qu'il y a une forme d'amateurisme dans le fonctionnement de ce gouvernement. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas un peu de cynisme de la part du président de la République. Je ne suis pas sûre qu'il n'y ait pas une méthode derrière cette façon de laisser un ministre un peu trublion s'agiter pour dire des choses qui vont plaire à la partie plutôt gauche de son électorat et finalement de rattraper le truc après avec un Premier ministre qui du coup peut apparaître plus raisonnable du point de vue économique. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas une méthode de gouvernement, probablement d'ailleurs issue de son expérience comme premier secrétaire du Parti socialiste pendant 11 ans. Peut-être que ça marche pour le Parti socialiste. Vous voulez dire que François Hollande gère la France comme il gérait le Parti socialiste? Écoutez, c'est cette espèce de culture du consensus qui est pas... On ne recherche pas le consensus, en fait. On recherche à faire de l'écran de fumée. Les uns, les autres s'agitent. Et puis finalement, après, on peut apparaître comme étant celui qui a trouvé la solution raisonnable. Je ne sais pas si c'était bien pour le Parti socialiste, je ne me prononcerai pas, ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis sûre que c'est très mauvais pour la France, particulièrement en période de crise. Parce qu'en période de crise, on a besoin d'avoir un cap.
On a besoin d'avoir une vision. On a besoin qu'on nous dise où on va. Et aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'acteurs économiques, par exemple, qui sont complètement désorientés. Qu'est-ce que c'est que la politique du gouvernement en matière d'entreprise? C'est quoi sa vision de l'avenir industriel en France? C'est quoi sa vision de la compétitivité? D'un mois sur l'autre, on change d'avis. Je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple très concret. Au mois de juillet et au mois d'octobre, dans les lois de finances, le gouvernement accroît fortement les impôts sur les entreprises. Bon. Et puis après, au mois de novembre, dans la suite du rapport de Gallois, il dit il y a un problème de compétitivité et donc on va diminuer les charges sur les entreprises, on va leur faire un crédit d'impôt. Vous prenez une entreprise comme AXA, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est son patron, Henri de Castres. Il a dit ça dans une interview l'autre jour, j'ai noté le chiffre, il a dit voilà, moi ce que me prend le gouvernement avec les nouvelles taxes, c'est 176 millions d'euros. Ce qui va me rendre avec le crédit d'impôt, c'est 20 millions d'euros. C'est quoi cette politique du zigzag? Ça va coûter très cher en administratif parce que le crédit d'impôt, il va falloir le calculer. Ça veut dire qu'on enlève encore de la lisibilité aux entreprises et on envoie quoi comme message aux entrepreneurs et au monde économique? Benjamin Rosier pour RCF. Mais franchement, y avait-il ces 5 dernières années, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une claire vision de la politique industrielle de la France? Puisqu'on parle quand même d'une décennie. Oui. Rentrons dans le détail. Il y avait une vision sur le coût du travail. On a commencé sur la nécessité de faire en sorte que le travail rapporte plus aux personnes qui travaillent et coûte moins, si possible, en charge à l'entreprise. Une promotion du travail par ces deux biais-là. Donc, par exemple, la défiscalisation des heures supplémentaires, sur lesquelles ce gouvernement est revenu très vite, pour le plus grand malheur, et la perte de pouvoir d'achat de tous les salariés qui en bénéficiaient, et un certain nombre d'allègements de charges pour des publics ciblés. On l'a eu pendant la crise, pour l'embauche des jeunes, pour l'embauche dans les TPE. Et puis à la fin, alors on peut critiquer en disant que c'est trop tard, mais à la fin, la TVA anti-délocalisation qui permettait d'alléger les charges. Voilà, c'était le premier axe de la politique en matière d'entreprise. Il y en avait un deuxième, dont on parle trop peu, et dont il faudrait parler à propos de Florange. C'était l'investissement dans l'avenir. Avec d'abord le plan de relance, puis ensuite avec les investissements d'avenir, avec le grand emprunt. Je dis qu'il faudrait qu'on en parle à propos de Florange, pourquoi ? Parce que, bon, moi je pense qu'il y a un péché originel dans cette affaire de Florange, c'est d'avoir laissé racheter, et je le dis vraiment très librement, ça s'est fait sous un gouvernement de droite, d'avoir laissé reprendre Arcelor, qui était un industriel de précision, c'était de la métallurgie fine, de la valeur ajoutée, par un industriel qui en fait était dans le low cost, avec des sites de production dans lequel le coût du travail était forcément moins élevé que le nôtre. Donc avec une question qui se posait d'emblée sur son projet. Mais vous allez contre, pourquoi ce mariage-là? Vous allez contre les dispositions européennes. Oui, vous n'avez pas le droit de vous insérer, d'empêcher la concurrence et les rachats d'entreprises. Sans doute, mais donc on là, aurait vous êtes anti-européenne. On est anti-européenne. Si, moi, je fais partie de ceux qui voudraient. Moi, Louis Dauphren, moi, je fais partie de ceux qui voudraient que l'Europe se préoccupe un peu plus de sa souveraineté dans son ensemble, y compris de sa souveraineté économique, et pas exclusivement d'organiser la concurrence entre ses propres entreprises. Je voudrais qu'elle se préoccupe plus de réciprocité avec les autres pays en dehors de l'Europe avec lesquels nous échangeons, et un peu moins de faire de nous les champions de la compétitivité intracommunautaire. Mais enfin, il n'est pas interdit. On aurait pu empêcher Arcelor d'être racheté. Écoutez, on aurait pu en tout cas se poser la question de savoir quel était le sens de cette association à l'époque. Et plutôt que de la n'est pas très crédible. Plutôt que de la fêter. Crédible n'est pas le mot que j'en parle plus. Je dirais qu'on peut. Est-ce qu'on peut croire en ses promesses? Jusqu'ici, le track record, pour utiliser un mot pas de chez nous, n'est pas très bon quand même sur le respect et le suivi des promesses. Mais je reviens sur la question de l'avenir. Pardon, parce que je pense que dès le début, je le disais, il y avait un péché originel dans la manière dont ça s'est fait. Mais il y a aussi une question qui se pose. Qu'est-ce qu'on investit pour les emplois de demain dans ce secteur, dans l'industrie, la métallurgie fine, les matériaux? La semaine dernière, BMW s'est passé inaperçu en France. C'est dommage, pour moi c'est un événement qui est en lien avec ce qu'on dit là. BMW a annoncé un plan pour que toutes ces voitures, un jour, prochainement, soient entièrement construites en matériaux composites. L'avenir, c'est bien sûr la métallurgie fine, mais c'est aussi tous les nouveaux matériaux. Il y a un pôle de compétitivité dans lequel Arcelor est parti, à Metz, qui s'appelle Metaralia.
là-dessus. Il y a un pôle de compétitivité, c'est un industrie d'énergie décarbonée, précisément, à Satori, qui s'appelle VDCOM, sur les véhicules du futur, de l'hybride et de l'électrique. On n'en entend pas parler. Est-ce que c'est parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a fait les pôles de compétitivité d'abord, puis ensuite les investissements d'avenir, qu'on n'en entend pas parler? C'est pourtant là quelle est la clé. C'est pourtant là qu'il est l'avenir. Comment joignez-vous les deux dossiers concrètement? Comment le dossier actuel pourrait se résoudre par cette perspective-là? Relance de Louis Dauphren. En matière d'investissement, nous devons, puisqu'il y a négociation avec Mittal, puisque Mittal est là, demander des investissements aussi et insister plus là-dessus sur les sujets d'avenir. Où en est Metaralia? Normalement, il y avait des investissements dans Metaralia. Arcelor, il est parti à Metaralia. Où en est Metaralia? Et vous le disiez tout à l'heure, après l'accord, on se rend compte que Ulcos, le projet Ulcos, qui est un projet pour nos auditeurs de captation du CO2, donc un projet expérimental financé pour partie par l'Union européenne, le projet Ulcos n'était pas dans l'accord qui a été passé avec le gouvernement. Pourquoi il n'est pas dans l'accord? Pourquoi on négocie comme ça sur le présent? Est-ce que c'est qu'on est seulement sur des enjeux politiques? On se préoccupe juste de sauver la face? Ou est-ce qu'on se préoccupe vraiment de l'avenir du site? Laurent de Boissieu pour la Croix. En élargissant plus généralement à la politique industrielle, est-ce que vous pensez que la France peut continuer à produire, à avoir des usines et même en allant plus loin, à relocaliser des productions qui ont été délocalisées? On pense aux biens d'équipement, de consommation de tous les jours, des réfrigérateurs, des téléviseurs. Est-ce que ce sont des choses qu'on pourra encore construire en France? Oui, sans aucun doute. Si on investit dans la qualité, mais aussi dans ce qui fait la particularité. Et qui dit qualité dit un coût. Et donc plus cher pour le consommateur. Mais aussi ce qui fait la particularité, pour moi, du monde moderne, de l'économie qui est en train de se développer, qui est d'associer l'équipement et le service. De plus en plus, vous n'allez pas acheter un équipement, vous allez acheter la possibilité de vous servir de cet équipement. On a eu une économie ancienne qui était celle des équipements. On a eu l'économie du service. La nouvelle économie, elle associe l'équipement et le service. Regardez, à Paris, avec Autolib, c'est un exemple. Vous n'achetez pas la voiture. En plus, la voiture, ça vous pose toutes sortes de problèmes. Il y a le parking, il y a l'entretien. Non, vous achetez la possibilité de vous servir d'une voiture. C'est ça, la nouvelle économie. C'est une économie de proximité. C'est une économie dans laquelle le service, l'entretien, la qualité, le modèle économique, parce que derrière le service, il y a énormément de questions de qualité. La qualité du produit, évidemment, est en jeu, puisque le fournisseur de services reste propriétaire du produit. Il a intérêt, lui, à avoir la meilleure qualité, à ne pas vous vendre un truc qui, au bout d'un an, va être cassé, qui ne peut même pas être réparé, qui ne peut même pas être envoyé en usine et qu'il va falloir racheter tout de suite. La qualité du produit s'associe ici à la qualité du service dans une économie dans laquelle ce qu'on fournit, c'est ce qu'on appelle un peu l'économie des fonctionnalités par moment. Ce qu'on fournit, c'est la possibilité de se servir d'un équipement. C'est un exemple parmi d'autres, si vous voulez. Il faudrait pouvoir rentrer dans le détail. Mais sur un enjeu comme ça, la France a beaucoup à dire et a beaucoup à faire. Quel rôle de l'État dans cette nouvelle économie? Vous avez été ministre. Qu'est-ce que l'État a encore un rôle à jouer? Alors, bien sûr, il y a plusieurs rôles. D'abord, baisser le coût du travail. Je regrette qu'on soit revenu en arrière sur la TVA anti-délocalisation. C'est un rôle négatif, mais est-ce qu'il y a un rôle positif d'intervention? C'est pas un rôle négatif, dis donc. Regardez, Renault vient de créer 1300, annoncer qu'il allait créer négatif 1300 emplois en Espagne. C'est défensif, non pas actif. Est-ce qu'il y a un rôle d'intervention de l'État par une planification? Il y a plusieurs choses. Je reviens. Pour moi, c'est pas défensif. Il y a baisser le coût du travail, il y a investir dans les nouvelles technologies. La France a été un pays d'invention pendant 2 siècles. Les grandes inventions technologiques, à travers l'histoire des 2 derniers siècles, elles viennent de France. Il ne faut pas y renoncer, on ne doit pas y renoncer. Ça, c'est les investissements d'avenir et c'est la suite. Moi, j'ai peur pour les investissements d'avenir. J'ai peur que ce gouvernement soit amené à l'utiliser de plus en plus pour de fonctionnement et de moins en moins pour des vrais investissements. Et puis, cette nouvelle économie que j'évoque, on en crée les conditions. Ça s'organise. On sait bien qu'il y a des investissements qui sont producteurs d'innovation et non délocalisables. Moi, je prends un exemple. Ce qu'on a fait avec le Grenelle de l'environnement, d'investir de plus en plus dans le logement économe en énergie, c'est tout de suite du travail, parce qu'on fait des travaux. Donc c'est tout de suite du travail, mais c'est aussi des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes qu'on peut exporter. Mais les 600 ouvriers de Fleuranges, eux, ils veulent une réponse tout de suite. C'est leur emploi immédiat qui est en jeu. Et là, qu'est-ce que l'État peut répondre à ces gens-là?
moi, je n'ai pas toutes les clés, si vous voulez, pour répondre à ça. Je suis sûre que... Ou alors, il faut dire, comme Lionel Jospin disait autrefois, il ne faut pas tout demander à l'État. Enfin, non, il ne faut pas tout demander à l'État, mais oui, l'État peut faire des choses. Bien sûr, l'État peut faire des choses. Et c'est vrai que Florange, c'est devenu un symbole. Et je crois que la première chose à faire, c'est de ne pas se mentir. Et la deuxième chose à faire, c'est de regarder les conditions d'avenir du site. Et pas seulement de se poser des questions d'intérêt politique à court terme. Parce que c'est ça qui apparaît dans cet accord qu'on a voulu garder secret. C'est qu'en fait, le gouvernement a voulu en sortir très vite et pouvoir annoncer que Mittal, c'était formidable, ils avaient négocié avec eux et Mittal allait engager 180 millions d'euros sur le site. Mais c'est un bénéfice politique dont on voit maintenant le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, les syndicats l'ont découvert. Et manifestement, ils en sont très insatisfaits. Une dernière question de Benjamin Rosier. Mais cette politique industrielle, est-ce qu'elle ne doit pas finalement se ficeler, se consolider, se défendre au niveau européen pour qu'elle soit efficace? Et je parle notamment de protection, parce que vous parlez, c'est vrai, d'industrie, de nouvelles technologies, mais on a aussi beaucoup de logements à faire, par exemple, en France. Donc il y a des choses liées à la compétitivité, mais aussi au niveau européen, pour que ce soit, je dirais, solide dans une économie mondialisée. Oui, il y a une part à faire au niveau européen. Et ça nécessite une évolution de l'Europe sur ce qu'elle est. On l'a beaucoup dit pendant la campagne présidentielle. Moi, c'est vraiment un sujet que j'aurais voulu qu'on puisse développer. L'histoire politique, on n'a pas voulu ça, mais l'Europe est trop une Europe des consommateurs et pas assez une Europe des producteurs. Et c'est une dérive à laquelle nous avons participé en France. Je veux dire, c'est une dérive collective de l'Europe. Cette idée que les politiques, progressivement, ont beaucoup été construites pour la consommation et pas assez pour la production. Ce qui est un choix qu'on peut contester dès l'origine et qui est par ailleurs une impasse. Parce que le consommateur, il faut bien qu'il gagne son argent. Et il le gagne dans la production. Et un jour, c'est le problème de la dette. On ne peut plus consommer à force d'avoir mis le paquet sur la consommation et d'avoir construit toutes nos politiques autour de la consommation. Donc il faut rééquilibrer nos politiques nationales, nos politiques européennes autour de la production. On l'évoquait tout à l'heure sur la question du droit de la concurrence. Moi, j'ai été très frappée comme ministre de voir à quel point toutes nos politiques étaient largement orientées pour faire de nous les champions du droit de la concurrence. Il fallait qu'on soit parfait dans la séparation entre l'entreprise et ses réseaux, l'accès des différentes entreprises au réseau. Et bien sûr, tout ça, ça a un intérêt. Je ne vous dis pas que la concurrence est une mauvaise chose, je pense que la concurrence est une bonne chose. Elle est un des moteurs de l'économie. Mais ça n'est pas le seul critère de réussite d'une politique économique. Ça n'est pas à l'aune de ce seul critère qu'on peut juger de notre réussite. Au marché unique et à l'Europe. Oui, mais c'est insuffisant. Ça a commencé comme ça. Mais c'est parce que c'est l'histoire de l'Europe, hein. Il faut bien le dire. On vit avec ce qu'on est. On a commencé comme ça. Mais c'est ce que disaient les partisans du Nord au moment du référendum, ce que vous êtes en train de dire. Sauf qu'il y a deux façons de vivre. Soit de dire, écoutez, l'Europe est insuffisante, elle est juste un marché unique et on est trop dans le droit de la concurrence, donc on arrête tout, on ferme, on refuse. Soit de dire, elle est insuffisante, il faut aller plus loin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aller plus loin, c'est rééquilibrer entre consommation et production. Je vous donne un exemple sur l'écologie. Puisque je sais que vous voulez parler d'écologie. On va y venir. Et bien justement, je fais le lien. Moi, je trouve que les politiques européennes en matière d'écologie, qui sont importantes, hein, à peu près 80% de la production de nouvelles normes en France, en fait, vient de la transposition de normes européennes en matière d'écologie. Elles sont beaucoup trop orientées sur la régulation des pollutions et bien insuffisamment sur la promotion du croissance verte et d'une nouvelle économie. Quand vous regardez les textes qui sont discutés à Bruxelles, c'est très, moi, ce que j'appelle plancher-plafond. Votre norme de pollution doit se situer entre temps et temps, dans l'eau, dans les déchets, vous allez faire comme ça. Mais ce n'est pas du tout assez. Bon, comment on fait pour créer les emplois dans la croissance verte? Je vous propose d'y venir dans quelques instants. Nous marquons une courte pause et on se retrouve pour parler environnement et on essaiera de parler du mariage pour tous. Retour sur le plateau de Face aux chrétiens en partenariat avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP de l'Essonne, ancien ministre de l'Environnement. Et ça tombe bien puisqu'on va parler environnement. On a appris lundi
que l'EPR, en construction à Flamanville, allait coûter encore, j'allais dire, 2 milliards de plus, qui va porter la note, la facture, à 8 milliards et demi. 5 milliards de plus que ce qui était prévu, sans parler des délais. Et les spécialistes estiment qu'aujourd'hui, le mégawattheure produit par l'EPR va coûter plus de 100 €. Et à ce tarif-là, est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Vous posez deux questions différentes. Est-ce que ça vaut le coup de continuer le chantier ? Parce que le chantier, il est très engagé maintenant. Et moi, je crois qu'il faut aller au bout de cette construction. Après, est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à ces erreurs-là ? Parce que manifestement, il y a eu des erreurs, et d'en tirer quelques conclusions. Bah oui, ça vaut le coup aussi. À l'époque où on a lancé l'EPR, il y a eu des ingénieurs pour dire ces très très grosses centrales, c'est peut-être pas vraiment l'avenir. Ce qui va être de plus en plus demandé, c'est des modules de taille plus moyenne. Et c'est quand même une question, je crois, qui doit être posée aujourd'hui. Et puis, aux chiffres que vous dites au mégawattheure, il y a des énergies alternatives qui, justement, valent le coup, pour reprendre vos termes. Donc il faut... L'éolien, c'est à peu près 100 € aussi, hein, je crois. Oui, alors ça dépend 150. beaucoup. Ça dépend beaucoup de si vous êtes en éolien à terre, auquel cas ça peut être moins, ou si vous êtes en offshore. Mais surtout, moi je pense qu'il ne faut pas opposer nucléaire et énergie renouvelable, et il faut essayer en la matière d'avoir politique pragmatique. Ce qui me gêne avec le gouvernement, c'est qu'ils mettent beaucoup trop d'idéologie dans tout ça. Le nucléaire, ce n'est pas bon ou mauvais en soi. Il faut arrêter de faire des actes de foi sur des sujets qui sont des sujets technologiques. Il n'y a pas de dimension morale. La technologie n'emporte pas de dimension morale. Il y a des choses qui sont efficaces et des choses qui ne le sont pas. Je rentre dans le détail. Je donne des exemples très précis. Sur Fessenheim, le gouvernement, en fait, fait quasiment un acte de foi, ou en tout cas un choix très politique, qui, à mon avis, tourne le dos à l'intérêt général. Il va falloir faire des nouveaux investissements sur Fessenheim. Ils ont été exigés par l'autorité de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que pour continuer au-delà de 2013, il y a plusieurs dizaines de millions d'euros qui doivent être investis. Pourquoi est-ce qu'on les investit maintenant pour des motifs de sûreté qui permettent de prolonger le deal autorité de sûreté nucléaire au-delà de 2015-2016 et on ferme en 2016 ? Soit on ne les investit pas et on ferme, soit on les investit et à ce moment-là, on poursuit. C'est absurde de faire les choses à moitié. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est de l'argent gâché. On a la chance d'avoir une autorité de sûreté indépendante. Écoutons un peu ce qu'elle nous dit et ne faisons pas de ces sujets des actes de foi. Je reviens sur la question des énergies renouvelables. Pour avancer, il faut associer politique énergétique et politique industrielle. C'est ce que par le passé on a trop peu fait en France, c'est ce qu'on essayait de faire avec le Grenelle de l'environnement, et il y a des choses qui sont critiquables en la matière. Et je veux dire, je prends les critiques, on pourrait en discuter, il faudrait plus de temps. Mais on ne peut pas avoir d'un côté une politique énergétique et de l'autre côté une politique industrielle. Voilà, on n'a pas les moyens de séparer les choses. Il faut que notre politique énergétique nous permette de créer des emplois en France. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'éolien offshore. L'éolien offshore, ça coûte un peu plus cher au mégawattheure que le prix que vous avez cité. Oui, ça coûte un peu plus cher. Mais ça permet de créer une filière industrielle avec des emplois. On en attend 10 000 emplois sur la façade ouest, sur certains sites qui sont des sites en cours de requalification. Le premier appel d'offres avait été lancé, on attend le deuxième, ça traîne. Ça traîne. Quel est le projet du gouvernement sur l'éolien offshore ? Ça, c'est un sujet vraiment concret, plutôt que de se faire des batailles idéologiques sur la question de savoir si on arrêterait le chantier de l'EPR en plein milieu, ce qui est assez peu crédible. Alors, il nous reste 1 minute d'émission. Je vous propose, Louis Dauphren, une question sur le gaz de schiste, mais ça me semble très vite, le gaz de schiste, la position du gouvernement, c'est la bonne. En 1 minute, c'est un vrai challenge. Sur le gaz de schiste, le problème, ce n'est pas le gaz de schiste, la molécule. Il faut bien que nos auditeurs entendent ça. C'est la molécule de gaz de schiste, c'est la même que la molécule qui arrive par méthanier. Ce n'est pas un produit différent. Donc le sujet, c'est les conditions d'extraction. Si un jour on pouvait capter le gaz de schiste sans problème environnemental, ce serait mieux que de l'importer. À long terme, il faut se poser la question de l'utilisation des énergies fossiles pour des raisons de lutte contre le changement climatique. Mais tant qu'on importe du gaz, ce serait mieux de pouvoir le produire que de l'importer si on pouvait le faire dans des conditions environnementalement satisfaisantes. Aujourd'hui, moi, je crois qu'avec la facturation hydraulique, avec l'expérience qu'on a vue en Amérique du Nord, ça n'est pas le cas. Mais il faut bien entendre que le problème, ça n'est pas le produit lui-même, c'est la méthode pour aller le chercher. Et ça voudrait dire qu'on en reprendrait pour 50 ou 60 ans en matière d'énergie fossile et qu'on ne serait pas désintoxiqué du fossile.
Oui, si on en importe, je veux dire, attendez, il faut voir, si le choix c'est entre développer une industrie alternative et pouvoir produire de l'énergie pour pas cher et pour beaucoup moins cher, avec de l'emploi en France, c'est formidable, on prend ça. Si le choix c'est entre produire ou importer, si on peut le faire dans des conditions environnementalement satisfaisantes, il faut mieux produire. Aujourd'hui, nous, on a considéré qu'on ne pouvait pas le faire dans des conditions environnementalement satisfaisantes. C'est pour ça qu'on a interdit la fracturation. Alors c'était la position que défendait Arnaud Montebourg, oui. Il vaut mieux l'importer, il vaut mieux le produire chez nous que de l'importer. La position que défend Arnaud Montebourg, c'est qu'il voudrait rouvrir le dossier, je crois, d'après ce que j'ai compris, de la fracturation hydraulique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une loi qui a été votée de mémoire à la quasi-unanimité. Enfin, en tout cas, tout le monde était d'accord pour dire que la fracturation hydraulique, aujourd'hui, en France, on n'a pas envie au regard de l'expérience nord-américaine. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la molécule de gaz de schiste est une plus mauvaise molécule que celle qui est importée. Ce n'est pas le même sujet. Voilà, fin de cette émission. En une minute, c'est pas facile. On n'a pas eu le temps d'aborder toutes les questions que nous avions envisagé de vous poser. Prochain rendez-vous de Face aux Chrétiens, c'est la semaine prochaine à la même heure. Et nous recevrons à cette même place Bruno Leroux, le président du groupe PS à l'Assemblée nationale. Et d'ici là, passez une bonne semaine.